Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi pour un nouveau numéro de Monde des Arts avec un focus, s'il vous plaît, ce soir sur les cafés-théâtres. Vous vous rappelez les cafés-théâtres? 13 d'entre eux sont d'ailleurs mis en lumière en ce moment, ils en ont bien besoin à travers le festival Bruxelles sur scène qui a commencé au début de ce mois. Il reste donc quelques jours pour aller voir ces lieux dont on ne connaît finalement, pas tant que ça. Ce festival, c'est un coup de pouce, bienvenue donc pour sauver du marasme ces lieux culturels à l'économie fragile dans laquelle ils baignent tout de même, il faut le dire, depuis des mois. Ne les oublions pas. C'est d'ailleurs pas loin d'être fini puisqu'on rentre, on le sait, dans la 5e vague. Du coup, comment s'adaptent-ils? Comment gèrent-ils leur jauge? Comment font-ils pour drainer de nouveaux publics, etc., etc. On va parler de tout ça et de plein d'autres choses avec nos invités. Marie-Noël Doutreluigne, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je prononce bien votre nom tout Doutreluigne, c'est parfait. Doutreluigne, ça veut dire quoi? C'est rare que quelqu'un le prononce bien d'ailleurs. Gentil. Ah bien, ça veut dire Luigne. Luigne est un petit village à côté de Moucron. D'accord. Et je suis originaire de là-bas. Et donc, et c'est bien Luigne. Bruxelloise d'adoption. Alors, bruxelloise et d'adoption. vous êtes surtout responsable du Café de la Rue. Merci, bienvenue chez nous. Merci. Oui, non? Si, On peut dire ça oui. En face de vous, dites-moi si ça ne va pas. En face de vous, Samuel Bernard. Bonsoir, Samuel. Oui, bonsoir, David. David. Vous avez été déjà venu pour un autre Oui, j'étais déjà débat. venu, oui, tout à fait. Vous, c'est Scarbeck, c'est Los Amoil, le plus vieux, je crois, café-théâtre de Bruxelles. Oui, alors le plus ancien café-théâtre, oui, tout à fait. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'il y en a eu des plus vieux qui n'existent plus aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, d'où on préfère dire le plus ancien, encore debout. Depuis fondé en 1960. Et bien debout. On va en parler. Attention, il y a du vent. C'est douloureux. Ça fait rire Kostia, et tant mieux parce que Kostia, il nous fait rire, évidemment, puisque, bonsoir Kostia, vous êtes comédien humoriste. Oui. On vous a vu à Avignon pour ceux qui ont été cet été, mais sur différentes scènes, Rochefort, etc. C'est ça, vos... Exact. Et les cafés-théâtres. Et à Los Amoil, bien sûr. Et à Los Amoil. Entre autres. Vous êtes l'artiste du jour. Et en face de vous, Raphaël Desoy. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Autre commune bruxelloise, vous, c'est Jette. Et le rayon vert, ça fait très bande dessinée. Ça vient d'où le nom rayon vert, d'ailleurs? Eh bien, le rayon vert... C'est pas prévu comme question. Pas du tout prévu comme question. D'accord. Bon, on va pas improviser alors. On cherche. C'est un rayon vert. Ce rayon vert, c'est parce que c'était dans l'idée développement durable, vert. Ah, d'accord. C'est voilà. Écolo un peu. C'est un peu écolo, ouais. D'accord. Allez, on va commencer par aller chez vous. Oui. Si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Au Café de la Rue, c'est pas loin d'ici, c'est à Molenbeek. Non, d'accord. On était venu à l'occasion des Journées du patrimoine. Est-ce que Oui, vous vous en souvenez? septembre. Oui, en septembre. Début septembre. Et il y oui. avait un certain Joske Malbeek. Regardez. Oui. Moralité, n'oublie pas, si tu as des ruses avec un pays, que jamais le roll-mops se fait tirer l'oreille. Ce zoologue autoproclamé régale les spectateurs. La zouan, c'est ce terme qui désigne un art de vie bruxellois, patrimoine de la culture populaire avec ses dialectes particuliers. Et ce petit café molenbeekois en est l'illustration parfaite, un véritable vestige de la culture bruxelloise. Ce sont des cafés comme on en voyait partout, mais ils ont tous disparu, donc il en reste très très peu finalement qui ont gardé ces mobiliers. C'était pas un mobilier extravagant, c'était un mobilier simple, mais c'est comme ça qu'ils étaient. Le temps s'est suspendu en fait ici. Depuis 2020, la façade, l'intérieur et le toit de ce petit lieu sont classés au patrimoine bruxellois. Il compte ses habitués, mais aussi de nouveaux venus à l'occasion des Journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end. On trouve ici une atmosphère typiquement bruxelaire, on va dire, et ça nous plaît énormément. Ce sont des soirées de partage, d'amitié, on rencontre d'autres habitués, on en découvre d'autres. Bref, je ne rate jamais une occasion. Cette année, le café souffle sa 41e bougie. Son histoire surprenante débute en 1976, où la SBL La Rue s'y installe et lui donne son nom. Il devient un véritable lieu à vocation culturelle, mais aussi sociale. Et pour sa patronne, originaire d'Aumoucron, toutes ces années sont littéralement du pur bonheur. 40 ans, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de partage. Et souvent, les gens me disent merci. Après une soirée, j'ai dit non, merci, c'est dans les deux sens. Je crois qu'on s'apporte quelque chose de... Et puis bon, moi j'aime bien quand le contact avec les gens. Et... Alors c'était pas mon métier, hein. Moi j'étais secrétaire à l'université, j'ai fait ça par amour, pour la culture, et puis pour le partage. Le partage, évidemment, c'est un petit peu la base aussi des cafés-théâtres. Le reportage était signé d'ailleurs Maëlle Arnold Dussen. Est-ce que vous regrettez parfois de ne plus être secrétaire à l'université? C'est quand même plus stable, non? Non, je ne regrette pas du tout, parce que pour la bonne raison que j'ai arrêté, j'ai pris ma pension avant l'heure, pour pouvoir continuer justement à m'occuper de mes concerts et des choses comme ça, être plus libre. Donc je ne regrette pas du tout. Et vous vous sentez vraiment libre maintenant? Ah oui. Oui. Enfin, avec le Covid, moi, mais enfin. Oui, ça, on va en parler. On se rend compte, en mais tout cas. Oui, tout à fait. Oui, quand même, si.
Ouais. On se rend compte en regardant ce reportage que le café-théâtre, c'est pas seulement du théâtre, mais c'est ou du stand-up, mais c'est surtout de la convivialité. D'abord, j'ai l'impression, il y a un esprit. J'ai l'impression que, par exemple, les gens qu'on a interviewés, peut-être chez vous aussi, chez vous, c'est des copains qui viennent. On se donne rendez-vous au Rayon Vert, on se donne rendez-vous à Los Amoils, non? Alors, je pense que au fil du temps, on a effectivement un public. Le public vient pour plusieurs choses quand ils viennent dans nos petits lieux. Pour l'artiste, d'une part, mais aussi pour le lieu en lui-même. Ouais. Et c'est vrai que ça marque un peu la différence entre des plus grosses structures, on va dire. Parce que chez nous, oui, c'est évident, il y a une atmosphère, comme un vieux cabaret comme ça, ou chez toi, au café de la rue, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que les gens viennent rechercher ça aussi, cette ambiance-là. On ne peut pas imaginer, Kostya, un café-théâtre, je dirais, glacial, froid, avec des murs blancs. Non, je crois que c'est pas possible. Je crois que, comme ça a été dit un peu dans le reportage, je crois que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils vont voir dans un café-théâtre, mais ils savent qu'ils vont vivre dans un café-théâtre. Ils vont pour une convivialité, pour un moment très sympa de partage, et en plus, avec de bons spectacles. Et des découvertes de nouveaux artistes. Et ça, Raphaël, on essaye de faire attention à ça quand on s'occupe d'un café-théâtre comme le Rayon Vert, par exemple. On essaye de faire attention à l'accueil, au fait que les gens se sentent bien. Évidemment, c'est même la première demande. C'est la priorité. C'est la priorité pour nous et aussi pour les gens qui viennent nous rendre visite. Donc ça, ils aiment, et ils nous le disent souvent d'ailleurs, on aime se faire chouchouter par le Rayon Vert, on aime venir pour ça, et on revient pour ça. Ouais. Et j'imagine que c'est plus difficile de les faire sortir quand tout est fini que dans un théâtre classique. Il y a souvent des prolongations, c'est sûr que... une fois que c'est Il y en a quelques-unes. C'est la police qui arrive après. Non, même pas, ils sont gentils à Molenbeek. Enfin, pour ça. D'accord. Le principe de base d'un café-théâtre, ce qui pourrait différencier, on va parler de la taille, on va parler après de la crise sanitaire, parce qu'on sourit un peu, mais c'est pas facile en ce moment. C'est quand même qu'il y a un spectacle, mais aussi on boit et on mange. Alors moi, on va en parler, je voulais poser la question à l'artiste. Est-ce que c'est pas un peu dérangeant, ça, quand on fait un one-man show comme vous en faites, un stand-up, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit? Non, c'est un seul en scène. Un seul en scène, d'accord. Que les gens boivent, mangent, à la limite même discutent entre eux? Non, alors, souvent ce qui est fait, c'est que les gens mangent souvent avant, mais qu'on boive pendant le spectacle, moi ça me dérange pas du tout. À la limite, c'est même presque pour vous comme un défi. Ça crée une ambiance qui est sympa. Après, il y a un respect du public aussi, personne ne va se lever en plein milieu du spectacle pour crier « je veux une bière ». Donc, ça va. Et moi, ça m'a jamais dérangé, franchement. Non ? Que le service continue pendant que je joue. Non, parce que ce que je me disais en préparant cette émission, c'est qu'à la limite, ça vous booste parce que vous devez passer la rampe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez aller les intéresser, aller les chercher. Il faut aller les chercher de toute façon. Mais si vous intéressez votre public, je pense que ils vous regardent et ils sont à tout à moi. Petite scène aussi souvent, c'est pas des scènes très, très profondes, etc. Ça aussi, vous n'êtes pas les artistes, mais vous sentez que les artistes aiment bien parce que voilà, et même le public, ils sont là, ils sont juste devant, ils peuvent aller boire un verre après, avec l'artiste. En fait, c'est surtout ça que... Moi, le Samuel, il m'arrive de programmer parfois des artistes qui font des très grandes scènes. Et c'est vraiment un monde de différence quand on est sur une scène d'un grand théâtre. Il y a un recul par rapport au public, on ne le voit pas, ou quasiment pas. Peut-être juste les premiers rangs. La scène est imposante, c'est quelque chose d'imposant, c'est du show. Quand on vient dans un café-théâtre comme les nôtres, évidemment, la scène est beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus chaleureux, et on fait 2 pas en avant et on est quasiment au milieu du public. On tombe dans le public. Le public est là et on entend tout ce qui se dit. Si quelqu'un a envie de faire un petit commentaire, que ce soit drôle ou pas, ça se passe, ça se vit, et souvent l'artiste va jouer avec d'ailleurs, et il y a vraiment une énergie qui se passe avec les gens qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, et c'est vrai qu'après, effectivement, l'artiste aime bien aller se mettre au bar, discuter un peu avec les gens, c'est aussi un retour qui est beaucoup plus humain en fait. On va regarder d'ailleurs la différence que ça fait sur une grande scène. On a des images de vous, Kostya. Vous parlez d'une capote... d'un préservatif connecté, oui, c'est ça. Moi, préservatif. Pardon ? C'est pas moi ce coup-ci qui dit des bêtises. Non, c'est moi. C'est pas vous, mais vous allez en dire après, à mon avis. Et on va voir que vous êtes sur une grande scène et que vous essayez de capter le public, et c'est pas toujours facile. Regardez. Aujourd'hui, on peut acheter des préservatifs connectés. Madame, elle m'a regardé comme ça. Donne le site. Je le donnerai après. Non, c'est vrai, des principes, des préservatifs connectés. Sur le principe,
pourquoi pas? Mais franchement, que va m'apprendre une capote sur ma sexualité à moi? Eh bien, apparemment, tout. Elle compte les va-et-vient. Elle en mesure la vitesse. Elle me dit combien de kilomètres... combien de mètres j'ai parcouru. Et là où ça devient plus intéressant pour moi, elle me dit dans quelle position je perds le plus de calories. Mais franchement, ça va madame? 2 secondes, c'est parce que là on a en humour c'est très très rare, mais on a ce qu'on appelle une rieuse fontaine. Suffit de titiller et c'est parti. Et bon, comme je disais, sur le principe, pourquoi pas? Parce que moi je fais partie d'une génération où quand tu voulais faire l'amour à une fille, t'arrivais préparé, tu vois. Tu voulais pas gâcher le moment. C'était la génération SIDA. Tu voulais pas gâcher le moment quand la fille allait te regarder droit dans les yeux et faire... Je vous ai vu bien rigoler quand même, Marie-Noël, à ce sketch. Oui, Qu'est-ce qui vous est rire? Mais je vais pas dire le sujet. C'est ça qu'on attend que je dise. Bon, c'est de la façon qu'il présente. Enfin, comment je vais dire? C'est quand même un sujet qui est assez délicat comme on dirait, mais qu'il présente. C'est l'humour qu'il y met. Juste à côté de vous. Hein. C'est l'humour qu'il y met. Voilà. Et je trouve c'est chouette, quoi. Il le met sur un niveau très sympa. Mais si on a passé cet extrait, Kostya, c'était pour aussi montrer la difficulté parfois, mais vous le faites très bien, d'aller chercher le public. Oui, et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus facile dans des petits lieux. Non Ben, c'est vrai que dès qu'on est dans un lieu comme le Samoil, comme l'expliquait Samuel, on est en contact avec les gens direct. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir justement choper toutes les petites réactions du public. Ouais. C'est top. J'ai une petite anecdote, je peux? Pardon? J'ai une petite anecdote à propos de ça. À propos de la proximité. Oui. Bon, il y a donc Gilles Servat. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Gilles Servat. C'est un chanteur breton qui a fait Bercy. Oui. Je ne sais pas combien il y a de spectateurs à Bercy. Une autre échelle. Bercy, il y a combien? Je ne sais pas, des milliers. Hein. La jauge de Bercy, je ne sais pas. C'est grand. C'est grand. Allez, mettons 20 000. Allez, on va dire. 100 cafés-théâtres dedans. Bon. Eh bien, Gilles Servat était venu au Café de la Rue la fois passée. Et puis... à un moment donné, il a dit, écoute, on refera dans une plus grande salle, etc. C'est trop petit, Café de la Rue. Il m'a dit non. J'ai fait Bercy et j'ai fait le Café de la Rue. Et au Café de la Rue, j'ai fait Bercy. Et au Café de la Rue, il y a 50 000 fois ou 20 000 fois plus d'émotion. Ah oui. Je préfère, ici je me sens bien. En tout cas, Café Bercy. Donc c'est la proximité, c'est comme on disait, le partage avec les gens. Ouais. Et tout ça, il l'a bien exprimé pour un gars quand même qui a quand même fait... Alors vous parlez de Gilles Servat, ça montre bien aussi que... Oui. Et on peut parler de Bruno Brel, etc. Oui. C'est qu'il y a des humoristes, il y a des stand-up, etc., des musiciens, des poètes, il y a un petit peu tout ça. Comment vous faites votre programmation, par exemple, au Rayon Vert? Mais en programmation, c'est évidemment une discussion entre toute l'équipe. Bien sûr. Et on cherche des artistes sur Bruxelles, en Belgique, qui ont envie de cette proximité, qui ont envie, parce que comme le disait Marie-Noël, il y a cette volonté chez beaucoup d'artistes de retrouver les fondamentaux. Ouais. Et donc... beaucoup nous contactent en disant on a envie de venir se produire chez vous, on a envie de retrouver cette proximité, et donc on programme nous en fonction de ceci et de la discussion et de cet échange permanent entre nous, entre les artistes, et évidemment... C'est bien que vous dites aussi les Belges, les Bruxellois, les jeunes aussi, c'est souvent des tremplins aussi, j'ai l'impression. Hein. On commence un petit peu, on se fait au métier, comme on dit, Kostya, hein, dans ce genre de salle. Parce que, et après, on peut prendre l'exemple de Alex Vizorek, par exemple, qui est sur une grande radio française en ce moment, qui fait des grandes scènes, ou même Zidani, plus près de chez nous. C'est tous des gens qui ont commencé sur des petites scènes, quand même, non? Oui, bien sûr, il y en a énormément. Quasiment tous les artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux, il y a plein d'autres choses qui se passent. Ça, on est d'accord. Mais malgré tout, et ça continue, et ça va encore continuer, il y a énormément d'artistes qui arrivent à démarrer chez nous, et parfois pour des choses qui sont complètement différentes. Il y a un exemple très récent que j'aime bien citer. Moi, j'organise chaque mois des scènes ouvertes, et... Il y a une certaine Adeline Dieudonné qui a participé à l'époque à mes scènes ouvertes. Elle venait travailler un nouveau spectacle qu'elle venait d'écrire. Et puis, après plusieurs scènes, je trouve le truc vraiment sympa. Donc, j'y propose de venir jouer. Le spectacle
chez moi à Los, et c'est là qu'elle rencontre quelqu'un, un éditeur, une petite maison d'édition, les éditions Lamirois, où il va lancer avec elle, il va publier un recueil de nouvelles. Et tout démarre. Et puis c'est là que démarre, et c'est à partir de là qu'elle arrive à écrire La vraie vie, qui a un succès de fou aujourd'hui. Et elle le dit elle-même, si je n'avais pas eu ce point de départ à Le Samuel, je n'en serais jamais arrivé là. Et donc même si c'est parfois des choses que nous, on ne va pas forcément cibler ça ou essayer de ça, voilà, il se passe des choses. Plein de portes. C'est ça que vous voulez dire, il se passe des choses dans ces lieux-là. Bien sûr. Mais moi, j'ai une autre façon, par exemple, on parle comment on trouve les artistes. Hein. Oui. Et moi, j'ai tout à fait une autre façon. D'abord, je m'excuse, mais c'est vrai que c'est moi qui fais comme la programmation. Seul, bon, parce Vous êtes la big boss. Bon, ah non, mais bon. Moi, je fais la vaisselle aussi. Hein. Bon, c'est vrai. Bon, voilà. D'accord. Mais moi, c'est sur un coup de cœur, par exemple. Donc, c'est pas. D'accord. Tu vois, c'est pas le fait de dire. Moi, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'on me le demande souvent. On le demande à chacun, quoi. Donc, il vous envoie des bandes sonores. Et moi, j'écoute et je dois avoir un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur que j'ai envie de partager. Chez moi, je fonctionne comme ça. Et j'ai parfois fait des concerts où je me suis laissé influencer par des personnes qui disaient tu devrais faire venir. Et là, vous regrettez. Moi, je me sortis pas. Et je crois que le public, ça a répercuté. Kostia, vous chez moi, c'est comme ça. Vous le prendriez, Kostia? Je suis pas sûre. T'as pas eu le coup de cœur. Mais non, parce que je fais pas d'humour, c'est ça chez moi. Non, mais sérieusement. C'est pas grave, je quitte l'émission et je pars en pleurant. Ce n'est pas grave, Marie-Noël, ce n'est pas grave. C'est vrai que dans nos lieux, en fait, le public qui devient fidèle à nos lieux, c'est aussi un public qui nous donne la confiance, en fait. Et donc, ils s'attachent aussi à ce que nous, on va programmer. Voilà, ils nous font confiance. Et du coup, ils ont confiance à la découverte. Alors, il se passe des choses sur scène, il se passe des choses dans vos salles, il y a des contacts, mais c'est là que ça pose un problème avec les questions sanitaires. Hein. Je vais vous embêter avec ça, mais c'est quand même ce qui se passe en ce moment, où tous les lieux de spectacle, les cinémas, les grandes salles, mais aussi les petites, sont contraintes de suivre les normes. Chez vous, les locaux sont petits, on mange, donc il y a la question du port du masque. Enfin, comment vous gérez tout ça, je sais pas, au rayon vert? Bien, au rayon vert, c'est un peu particulier dans la conception des lieux. Tout d'abord parce qu'on partage nos locaux avec un magasin bio. Et le café-théâtre n'est ouvert que le soir. Et la conception fait que on impose donc le port du masque aux gens qui viennent se rendre. Et en fait, c'est le fonctionnement en dessous de 50 personnes. La fameuse jauge de 50. Jauge, pas de CST Ouais. et port du masque à l'intérieur, sauf au moment évidemment de boire ou de manger. Bah oui, parce que c'est ça, on mange. Donc chez vous, ils mettent le masque et puis. J'ai arrêté. Donc ça fait 41 ans que le Café de la Rue existe. On a toujours fait des repas et depuis 2 ans, on a. Vous avez arrêté les repas? Oui, moi j'ai arrêté les repas carrément. Mais les gens sont tristes, hein, je sais. Ouais. Et je fais pas de repas, voilà. Donc plus de repas, un petit verre quand même? Ah oui, bien sûr, le bar est ouvert, mais je fais pas de repas. Non. Et le port du masque est obligatoire chez vous? Alors le port du masque, non, on fait le contrôle CST. Donc, je me pose la question samedi. Hein. Je me demande samedi ce que je vais faire. Parce que avec la recrudescence quand même du virus. Donc on a un concert samedi. Je me pose la question de savoir si je vais demander mais sinon c'est le contrôle du CST. Vous allez demander quoi samedi? Le masque. Ah oui, de garder le masque. Je me pose la question là aujourd'hui, je ne sais pas. On va voir ce qu'on va dire en Belgique. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. En France, c'est obligatoire à partir. Enfin, ils l'ont annoncé aujourd'hui dans tous les lieux culturels fermés. Contrôle, évidemment. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Maintenant, ils ont annoncé le fameux CST+, qui est il faut le masque, le CST+, le Covid Safety Kit plus le masque. Ouais. Tout à fait. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, c'est alors il y a de très rares choses où quand je suis en dessous de 50 personnes, du coup, je ne le demande pas le CST. Mais la majorité, on est au-dessus, et donc forcément, je demande le CST. Jusque-là, c'est vrai que, comme il avait, on pouvait revivre comme avant, parce qu'il n'était pas obligé de porter le masque. Maintenant, c'est de nouveau avec masque, donc on expérimente aussi. C'est compliqué parce que chez moi, on ne mange pas, mais on boit. Et c'est vrai que du coup, on dit aux gens à l'accueil, vous devez porter le masque dans vos déplacements, quand vous serez assis, à partir du moment où vous buvez, vous pouvez le retirer. Ils boivent tout le temps. Ouais. Oui. Voilà. Kostia, jouer devant des gens masqués et surtout faire de l'humour devant des gens masqués, c'est particulier, non? C'est pas plaisant. Mais voilà, j'ai joué ce week-end au Petit Chaperon Rouge. Oui.
On a passé un très très chouette moment avec le public, c'était très sympa, mais c'est vrai que jouer devant un public masqué, ça retire quelque chose. Même si la convivialité était là, il y a eu des contacts avec le public, mais il y a quand même, ça crée une petite barrière qui est un peu dérangeante, mais on fait avec, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que les gens ont parfois peur de ressortir, peur d'avoir des contacts avec d'autres, etc. Est-ce que vous sentez une baisse dans vos entrées, dans vos tickets? Oui, bien sûr, oui. C'est à ce point-là. Ah ben, bon, moi j'ai deux exemples. Enfin, j'ai un exemple. Je viens d'organiser dans une plus grande salle. Hein. Donc c'est général. Hein. Donc au Seria, c'est une salle de 840 places. Et j'avais fait, donc pour fêter les 41 ans du Café de la Rue, on a fait venir Nicolas Perrac. Qui, principe, normalement, amène du monde. On a eu 120 personnes. Et vous croyez que ça, c'est bien sûr. Oui, moi, j'ai eu des échos d'un festival à Liège, un festival Brassens la semaine dernière. Et c'était Geoffroy. Bon, Geoffroy, en principe, il amène du monde. Il n'y avait pas beaucoup non plus. Donc, c'est un peu général. Donc, il y a une baisse générale. Oui. Chez vous aussi? Chez nous, c'est pas tellement une baisse, mais une modification du comportement, en fait. C'est-à-dire que les gens ont tendance à être plus frileux, à moins de faire de plans en fait, et à attendre le dernier moment ou à changer justement leur plan au dernier moment, ce qui fait que ça crée beaucoup d'instabilité dans l'organisation. C'est vraiment la grosse problématique. Oui, parce que vous dépendez des tickets tout de même. Je ne sais pas si vous avez des subsides extérieurs, on peut peut-être en parler un petit peu de quoi, de Molenbeek ou de la région bruxelloise? Non, rien du tout. J'ai de la région et de la fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord, mais suffisamment, c'est confortable? Pour moi, ça va. Parce que j'en fais pas tout le temps, j'en fais moins peut-être que d'autres. J'en fais qu'un par mois, moi. Chez donc vous, ça va. à Schaerbeek par exemple, est-ce que la commune de Schaerbeek vous donne un petit coup de pouce? Alors, financièrement, non, à part vraiment pour des événements ponctuels, comme par exemple ici le marché de Noël où elle nous soutient. Mais sinon, non, pas au niveau finance, ils nous aident sur d'autres choses, évidemment, plus organisationnelles. Donc sinon, c'est que les tickets. Est-ce que le ticket, on a un subside de la COCOF. C'est bien, c'est gai, c'est agréable, mais c'est jamais suffisant. Ça, c'est certain. On pourrait aller beaucoup plus loin, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, ne serait-ce qu'un peu mieux rémunérer les gens qui travaillent. Donc vous les rémunérez quoi, au plancher bas? En fait, nous, on travaille principalement avec une équipe bénévole. Et au plancher bas, je paye mon technicien et moi. Voilà. Je ne sais pas me donner plus qu'un mi-temps alors que je fais 5 fois un temps plein, je pense, par jour. Voilà. Et chez vous aussi? De notre côté, nous, c'est subside de la COCOF et également de la commune de Jette, quand même. Donc on arrive à équilibrer combien de personnes qui sont employées? 2. Ah oui, donc ça reste quand même tout petit. Ça reste très limité. Mais nous, on a la chance aussi, de nouveau, via d'autres activités, d'avoir pu continuer sur des ateliers, notamment parce qu'on s'en développe. On sent que vous diversifiez. On va conclure l'émission, mais voilà, vous vous lancez dans l'édition. Eh bien, le Café de la Rue, pourquoi on a fait ça? C'est qu'il y a eu toute cette année de Covid où on n'a plus rien fait. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faire autre chose que des concerts en aidant les artistes autrement. Et donc, le Café de la Rue a créé une maison d'édition. Et comme Bruno Brel était un habitué du café, et qu'on le connaît. J'étais son agent artistique pendant 5 ans aussi, donc je le connais bien. C'est le neveu de Jacques Brel. C'est le neveu de Jacques. Et Bruno vient de sortir sa biographie aux éditions Café de la Rue. Voilà, c'est une façon de faire autre chose. Je signale aussi, pour s'entraider, vous avez créé une fédération, ça c'est assez nouveau, une fédération des cafés-théâtres. C'est quoi, pour être mieux entendu de la part des autorités notamment? Voilà, alors c'était effectivement un peu l'idée, c'est que surtout ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'on était constamment les oubliés. Et effectivement, chacun dans notre coin, et chacun pourtant tous avec les mêmes grandes idées, les mêmes motivations, mais c'est très compliqué quand on est seul. Du coup, on s'est dit, voilà, il est grand temps maintenant, ça faisait un certain temps qu'on en parlait, et donc maintenant, on est fédéré pour avoir une voix qui porte plus haut. Mais on est fédéré uniquement sur les cafés-théâtres de Bruxelles, pour le moment en tout cas. D'accord, ok. Donc c'est la COCOF qui est interpellée. Je signale quand même que c'est elle qui organise le festival Bruxelles-sur-Seine. Bruxelles-sur-Seine. Il y a 13 cafés-théâtres. Vous les avez fait tous les 13? Non, non. Pas encore. C'est la grande tournée. Je vais les citer, tiens. On les cite rarement. Donc Atelier Marcel Astir, Café de la Rue évidemment, côté village, Jazz Station, donc il y a aussi de la musique. Le Fou Rire, le Jardin de ma Sœur, les Lundis d'Hortense,
l'os à moelle, le petit chapeau rond rouge, pas facile à dire, et le rayon vert évidemment, au bisou, Sassin Jazz et Zohart. Ça fait quand même pas mal, hein. Ouais. Tout ça à Bruxelles, et il y a encore d'autres cafés-théâtres. On sent que c'est quand même quelque chose qui est vivant, que les gens aiment, réclament encore. Tout à fait. Et les artistes aussi, vous en avez besoin. Sans café-théâtre, vous ne seriez pas là. Ah ben non, mais on en parlait tout à l'heure de plus petites scènes. On a encore la chance d'avoir des lieux comme ça qui acceptent et qui programment de jeunes humoristes et des gens qui ne sont pas connus. Et nous, c'est une vitrine incroyable. Et si on ne pouvait pas jouer dans ces lieux-là, dans ces lieux, pardon, je ne vois pas où on pourrait aller. Donc pour les artistes, c'est vital aussi. On a beaucoup parlé de référence à Paris. Il faut conclure, oui. À Paris, quand même, tous les grands ont commencé dans des petits lieux comme ça. Hein. Bon, si on monte dans l'histoire. Merci à tous. Je rappelle quand même que ce festival a lieu jusqu'à la fin du mois, donc il nous reste 2-3 jours. C'est la dernière ligne droite. Allez-y, allez au café-théâtre ce week-end. Il va pleuvoir, il va faire moche. Normalement, il y avait un pass, mais je crois que le pass est terminé. On payait 20 € et on avait droit à 13 spectacles. Maintenant, comme c'est la fin, peut-être on va directement dans vos lieux. Allons directement dans nos lieux. Et en plus, je signale aussi, c'est que c'est très décentré par rapport au théâtre plus classique. Vous êtes à Jette, à Schaerbeek, à Molenbeek. Ce qui est souvent dans le nord de Bruxelles, ce qui est un petit peu moins le cas en général, je trouve, de la culture dite classique. Merci à tous les quatre. Ça va? Vous avez passé un bon moment? Oui, super, merci. Vraiment. Merci de nous avoir reçus. Merci Costia, merci à tous. On se retrouve nous jeudi avec d'autres invités. Bonsoir.